Merci beaucoup, chère Françoise Gonneau, pour cette invitation. C'est un plaisir de m'exprimer devant vous et c'est toujours un honneur d'avoir l'opportunité de parler devant un public qui n'est pas le public des collègues spécialistes. Et dans cet exposé, on ne va pas tellement parler de maths, on va parler d'idées, on va parler un petit peu de ce que je fais en maths, mais juste un petit peu, et puis on va réfléchir ensemble à des questions telles que la naissance des idées, effectivement. Alors, naissance des idées, ça ne va pas de soi, c'est pas facile, et on sait bien que souvent, quand on a une idée nouvelle, il faut se battre avec les éléments, se battre avec la chance, se battre parfois avec les collègues avant de les faire accepter. Du côté de la médecine, l'un des plus célèbres emblèmes de cette difficulté à faire passer des idées nouvelles est à coup sûr Ignaz Semmelweis, qu'on présente parfois comme le père de l'hygiène, et qui a aussi le privilège d'avoir été mis en biographie un peu romancée, on va dire, par l'un de ses collègues, le docteur Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline. De l'histoire de Semmelweis, on peut retenir plusieurs choses. Premièrement, c'est pas avec des arguments rationnels souvent qu'on arrive à convaincre les collègues. Il faut beaucoup d'autres choses. Deuxièmement, c'est pas forcément les idées technologiques les plus pointues ou les raisonnements les plus sophistiqués qui font avancer, qui font le progrès. En l'occurrence, l'idée qu'il est préférable de se laver les mains avant de réaliser un accouchement, surtout si l'on vient de disséquer quelques cadavres, semble quelque chose d'extrêmement simple a posteriori, mais s'est heurté à une résistance considérable de la part des académies de médecine de l'époque. Et puis, troisième chose qu'on va retenir dans cette histoire, c'est que, comme dans les accouchements, une fois que l'idée est née, on oublie volontiers celui qui l'a fait accoucher, on ne va pas l'inviter à suivre le parcours de l'idée, de sorte qu'on oublie qui en est à l'origine. Tout le monde oubliait qui était à l'origine de cette idée de se laver les mains. On pourrait se dire, ouais, mais c'est aussi particulier parce que nous sommes en présence de questions médicales, avec forcément une grande part d'empirisme, et chez les mathématiciens, ça ne va pas se passer comme ça. Le raisonnement se fait entièrement par déduction logique. Il est facile de convaincre les uns et les autres. Et puis, c'est à coup de mathématiques sophistiquées qu'on arrive à faire repousser les frontières des dispositifs technologiques, physiques. Et puis, une fois qu'une idée est là, comme elle est publiée de manière claire et précise, on va retenir le nom des auteurs. Et tout ce que je dis là n'est pas vrai. En mathématiques, le même genre de problème se pose bien évidemment. Parmi ceux qui seraient emblématiques de la difficulté à faire accepter les idées au début, on pourrait citer Joseph Fourier. La fameuse transformée de Fourier, une façon de décomposer un signal temporel en fréquences et ensuite de reconstituer ce signal à partir des fréquences. Une technique qui a révolutionné un peu tout, qu'on utilise maintenant dans un peu tout, que ce soit la transmission de signaux sonores ou l'analyse d'images. Eh bien, cette technique a eu du mal au début à rencontrer l'assentiment de ses pairs, en particulier parce que les preuves de Fourier n'étaient pas exemptes de tout reproche, elles étaient assez bancales. Et puis, une fois que l'idée est là, une fois que la théorie est là, on l'oublie volontiers au sens où, à l'heure actuelle, parmi les milliards d'êtres humains qui utilisent régulièrement la transformée de Fourier, très peu ont conscience de ce qu'ils doivent à Fourier et à tous ceux qui ont développé la théorie du signal. Et tout ce que je dis là, ça date de fort longtemps. Parmi les exemples que j'aime bien présenter, comme quoi des idées mathématiques ont pu transformer le monde, la représentation qu'on se fait du monde, on peut remonter à, par exemple, Ératosthène. Ça doit être le 2e siècle avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça, en tout cas nettement avant Jésus-Christ. Et Ératosthène, un jour, vous explique comment mesurer
la Terre, rien que ça. Alors, il s'agissait à l'époque de se baser sur un petit calcul mathématique, un petit calcul trigonométrique, bien plus simple que ce qu'on savait faire en géométrie déjà 200 ans avant lui, mais combiné avec une observation maligne. Sachant que le soleil se reflète un certain jour de l'année à la verticale dans un puits à Sienne ou à Souan, en déduire l'angle que font les rayons du soleil entre Sienne et Alexandrie, avec un petit calcul en mesurant l'ombre portée par un piquet vertical à Alexandrie le même jour, et puis en appliquant un petit calcul de trigonométrie, en déduire quel est l'angle, quelle est la longueur totale de la circonférence de la Terre, la circonférence totale de la Terre, si on admet qu'on sait mesurer la distance entre Alexandrie et Assouan. Et la mesure de la Terre trouvée par Ératosthène est très proche de la mesure actuelle de l'ordre de 40 000 km. En fait, à 2 ou 3% près, Ératosthène, il avait juste. Alors vous voyez là, la bonne observation mathématique, la bonne idée, avec une combinaison de hasard, parce qu'un jour on lui a rapporté qu'à Sienne il y avait ce phénomène assez remarquable que le soleil se reflétait à la verticale à certains jours de l'année, la bonne combinaison du hasard, la faculté à repérer qu'il y avait quelque chose à exploiter, le petit calcul mathématique, tout ça, ça aboutit à quelque chose d'incroyable, se dire qu'il y a déjà plus de 2000 ans, on savait mesurer la Terre. On dit d'ailleurs que si Christophe Colomb avait confiance dans les résultats d'Ératosthène, il n'aurait jamais pu confondre les Amériques pour l'Asie. Et très important dans cette histoire, on voit l'attitude d'Ératosthène. N'importe qui, on aurait dit, vous savez, il y a un certain jour de l'année où le soleil se reflète à la verticale dans un grand puits à Sienne. On aurait dit, ah bon, d'accord, c'est intéressant. Et puis ça se serait arrêté là. Et puis dans Ératosthène, on voit, mais on va tirer parti de ça. L'histoire de la mesure de la Terre est pleine d'allers-retours entre observations intéressantes, idées lumineuses et théories mathématiques. Dans un autre exemple, dont j'ai eu conscience la première fois par une conférence d'Étienne Gis, justement, un jour, on rapporte à Newton, donc au XVIIe siècle, qu'un pendule qui oscille avec une certaine période à Paris, il faut l'allonger de 3 mm, de 3 pour 1000, disons. Si c'est 1 mètre de long, il faut l'allonger de 3 mm pour qu'il batte la même période à Cayenne. Ils étaient précis dans leurs observations pour aboutir à quelque chose d'aussi remarquable. Et n'importe qui aurait dit « Ah, bon, c'est intéressant ». Et Newton, il en a déduit avec son modèle de gravitation universelle que ça devait correspondre à une variation de la gravité qui impliquait un aplatissement de la Terre au pôle d'environ 0,5%. La valeur admise actuellement est de l'ordre de 0,3%, en tout cas Newton avait le bon ordre de grandeur. Et là aussi on voit la même chose. Alors, Newton, il avait réfléchi à la gravité longuement et longuement. Il avait connaissance de la façon de mener certains calculs. Et puis un jour arrive la petite observation et il sent qu'il va pouvoir l'exploiter. À nos jours, la mesure de la Terre, le repérage, ça fait intervenir, par exemple via la technologie du GPS, des concepts sophistiqués de géométrie non euclidienne, de relativité générale et les contributions de très nombreux autres savants et scientifiques. Alors, une fois que l'idée est là, une fois qu'elle est mûre, elle peut se répandre partout et elle échappe complètement aux visées qu'en avaient leurs accoucheurs, on va dire. Je vous parlais tout à l'heure de la transformée de Fourier. On l'utilise pour faire dans le diagnostic médical, en IRM, la collecte de données. Il s'agit de réaliser à la fin une transformée de Fourier en 2 dimensions ou 3 dimensions. On l'utilise pour analyser des images. Vous voyez l'image en haut à droite. Ici, vous avez la belle jeune fille qui sert d'habitude de benchmark, on va dire, à ceux qui s'occupent de faire du traitement des images. Et vous avez à droite la transformée de Fourier de cette image. Alors, quand on regarde la transformée de Fourier, on se dit, quel intérêt, on ne voit plus rien. Et pourtant,
sur la base de cette analyse transformée de Fourier, on peut faire énormément de choses avec les images. On peut les comparer, on peut les retrouver, on peut les modifier, on peut les lisser, et ainsi de suite. En dessous, vous avez l'analyse fréquentielle de quelques chansons d'oiseaux, où là aussi, on voit que on ne voit pas tellement le joli chant des oiseaux, il a l'air complètement dénaturé par la transformer en quelque chose de quantitatif et précis, mais à partir de ce qui est quantitatif et précis, on va pouvoir faire des analyses, des mesures, des corrélations, des reconnaissances et tout ce que vous voulez. Et l'idée transformée de Fourier, analyse fréquentielle, reconstruction, elle a envahi tout un champ, plusieurs sciences, plusieurs disciplines, plusieurs technologies. En mathématiques, les idées, c'est notre but, on va dire, au sens où le résultat de l'analyse mathématique sera un théorème, une équation, un calcul, une formule. Et en elle-même, il s'agit d'un objet abstrait. Mathématique, même quand ça s'inspire du concret, c'est une discipline abstraite, par définition. Même quand elle s'applique au concret, c'est une discipline abstraite aussi. C'est un inconvénient parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir dans ce monde abstrait. C'est un avantage aussi parce que un concept qui est abstrait va pouvoir s'appliquer à de très nombreuses situations différentes, comme l'analyse de Fourier. Et de la même façon, les équations mathématiques de la mécanique des fluides, ici j'ai mis l'une des plus simples, la mécanique des fluides compressibles, celle-ci s'appelle l'équation de Burgers. Ces équations, vous allez pouvoir les appliquer avec toutes leurs variantes, aussi bien à comprendre l'écoulement complexe d'un fluide qu'à comprendre un embouteillage. L'embouteillage, ce n'est pas liquide, mais le flux des voitures avec des bouchons et des zones où les voitures sont écartées, ça peut s'apparenter, vu de loin, à un fluide compressible. L'analyse des chocs dans les équations de la mécanique des fluides a mené à des progrès, des détections et des façons de lutter activement contre certains bouchons dans le problème de la régulation du trafic. Et puis pour donner un dernier exemple de cette façon qu'a une idée mathématique, une fois mise en place, d'envahir tout, on va parler de la gaussienne. Alors une remarque, la gaussienne c'est la courbe en cloche que vous voyez ici, c'est vraiment un très mauvais nom, il y a plein de choses, autant Gauss, il y a énormément de choses qu'on peut lui attribuer, autant cette courbe, il n'y a pas tellement de raisons qu'on lui donne le nom de gaussienne. On pourrait l'appeler la moivrienne, du nom d'Abraham de Moivre, qui semble avoir été le premier à l'identifier en étudiant les fluctuations dans les observations de, par exemple, un jeu de pile ou face. Vous lancez un pile ou face, une pièce en l'air 1 million de fois, si vous êtes assez patient. Vous analysez le rapport des piles et des faces et vous comparez ça à 50%, 50% et vous regardez quelle est la déviation. Une grande chance d'avoir une petite déviation, et ça correspond au cœur de la courbe gaussienne, et une petite chance d'avoir une grande déviation, et ça correspond au queue de la gaussienne. Et cette courbe gaussienne, on a pu montrer, c'est Laplace, ici en haut à gauche, qui a le premier obtenu une démonstration qui tenait à peu près la route de ce que cette courbe gaussienne, on l'obtenait de manière universelle, pas seulement pour les jeux de pile ou face, mais pour n'importe quelle expérience aléatoire répétée au hasard. Répété un très grand nombre de fois, à l'identique, avec à chaque fois des essais indépendants. C'était tout début du XIXe siècle, c'est un théorème d'une grande difficulté, et c'est un grand enjeu, parce que ce théorème, dans le monde abstrait, il s'applique à énormément de situations concrètes. Francis Galton, que vous voyez en dessous, a montré que, par exemple, les fluctuations gaussiennes se retrouvaient dans les mesures d'énormément d'êtres vivants. Mesurez les fluctuations de la taille des individus de telle espèce et vous trouverez des fluctuations qui sont à peu près gaussiennes. Alors qu'on ne voit pas pourquoi il n'y a pas d'expérience qu'on a répétée 1 million de fois dans l'histoire. Il y a quelques années, lors de la réélection triomphale de Poutine à la tête de la Russie, on voyait des foules manifestant contre Poutine avec ce slogan « Nous avons foi dans Gauss ». Alors pourquoi ? Montrant que les fluctuations observées dans les bureaux de vote, telles qu'enregistrées et publiées officiellement, n'étaient pas du tout gaussiennes, et y voyant là la preuve qu'il y avait eu une fraude. Alors, il faut faire très attention quand on applique des statistiques a posteriori pour en déduire qu'il y a eu nécessairement une fraude.
il faut une bonne connaissance du mécanisme et bien l'analyser. Sinon, on a toutes les chances de se planter. Il y a des exemples célèbres. On a accusé Mendel de fraude sur la base de l'analyse statistique de ses résultats, trop beau pour être vrai. Et puis après, on a dit finalement peut-être pas parce que l'analyse méconnaissait les détails de la reproduction du petit pois. On a plus récemment, dans la fameuse affaire délicate de la mémoire de l'eau, sur laquelle il n'est pas question de faire de commentaires, mais l'un des arguments utilisés par la revue Nature pour prouver que les résultats obtenus par Benveniste étaient faux était le fait qu'il y avait des variations non gaussiennes dans les essais tels qu'ils avaient été rapportés, tels qu'ils avaient été consignés. Et 15 ans après, quelqu'un a refait les calculs en tenant compte du fait que le mécanisme dont il était question, les petites granules qui apparaissaient ne devaient pas s'espacer de manière poissonienne, et aboutit à la conclusion que ça ne devait pas être gaussien après tout, et que s'il y avait peut-être des raisons pour disqualifier l'étude, c'était en aucun cas cette analyse statistique. Mais ça vous montre quelque chose, la foi dans l'importance de cette analyse statistique pour quel que soit le contexte. Analyse statistique, analyse mathématique, qui va s'appliquer dans énormément de situations. Bon nombre, récemment, des grosses controverses qu'on a vues dans les journaux sont aussi des questions d'analyse statistique. Le débat sur l'impact cancérigène ou pas des organismes génétiquement modifiés, le cœur, c'est entièrement une controverse sur l'interprétation statistique des données. Donc tout ça pour dire, une idée mathématique, elle va envahir tout, elle va s'appliquer partout. Alors, voyons un peu comment ça peut se mettre en résonance, si on veut, avec la technologie. Je vous recommande, pour ceux qui, pendant le week-end, n'ont pas grand-chose à faire et souhaitent savoir qu'est-ce qu'on fait en mathématiques avec l'industrie, un bel ouvrage, European Success Stories in Industrial Mathematics, vous présentant des douzaines et des douzaines d'aventures technologiques dans lesquelles l'introduction de mathématiques a permis d'optimiser un protocole, une expérience, une invention, ou ce que vous voulez. Récemment, on parlait du cœur artificiel, exposé à l'Académie des sciences, du professeur qui porte le projet du cœur artificiel, et nous disant, entre autres, dans ce cœur, il y a beaucoup de mathématiques, parce qu'il y a les algorithmes qui doivent s'occuper de contrôler les flux, et ainsi de suite. C'est général, nous vivons dans un monde qui est plus mathématique que jamais, et derrière n'importe quelle invention technologique un peu sophistiquée, il y a une dose de mathématiques, parfois très importante, parfois petite. Récemment, au Congrès international des mathématiciens à Séoul, le dernier, l'un des conférenciers pléniers, Emmanuel Candès, a fait sensation en nous parlant de ses travaux sur ce qu'on va appeler Big Data et l'analyse, la façon de reconstituer des signaux à partir de données manquantes, enfin de données rares, et les applications qu'il en faisait. Emmanuel Candès est un chercheur français en poste à Stanford, en Californie. De quoi nous parle-t-il ? On retrouve la transformée de Fourier. Pour ceux qui ont un peu d'habitude, ils reconnaîtront ici la formule d'analyse de Fourier. Et puis ici, il nous parle de ce qu'une machine IRM voit, réalisant en quelque sorte la transformée de Fourier de l'observation. Évidemment, cette image-là n'a aucun intérêt pour le médecin, pour le praticien. Ce qu'il lui faut, c'est cette image-ci. Ce que vous mesurez, c'est cette image-là, la décomposition en fréquence. Il vous faut reconstituer l'image initiale, et ça se fait avec l'opération inverse. Excusez-moi. Voilà. Ici, vous avez la formule de reconstruction pour aller de la droite vers la gauche. Alors, on imagine bien, cette image-là, on n'y comprend pas grand-chose, mais on imagine bien qu'on ne va pas s'amuser à enlever des morceaux ou des parties. Si on s'intéresse à cette image-là, on peut couper ici, si on s'intéresse au cerveau, on va couper le nez sans que ça pose trop de problèmes, mais on a l'idée que si on enlève des informations ici, ça peut résulter en une catastrophe dans l'image de gauche, on ne va pas s'amuser à le toucher. Pourtant, dans certains articles, certaines expériences, Candès, Romberg et Tao montrent par exemple qu'à partir de l'image de gauche, vous voyez ici cette image, on va dire que c'est des organes ou quelque chose comme ça, prenez la transformée de Fourier et il garde seulement 2% de la transformée de Fourier, il jette 98% de l'information.
Quand on reconstitue selon les formules d'analyse d'attention et de Fourier, avec une analyse classique, mathématique, avec les formules que je vous ai montrées tout à l'heure, voici ce qu'on obtient. Ça, c'est pas très beau. On ne se sent pas prêt à opérer avec ça. Mais si on le reconstitue de manière un peu plus maligne, en appliquant la bonne formule mathématique obtenue par une combinaison de théorie et d'expérience, voici ce que l'on obtient. Voilà. Différence entre celle-ci et celle-ci, on n'en voit pas à l'œil nu. Comment est-ce qu'à partir de seulement 2% de l'information, on a réussi à reconstituer ça? La clé, c'est que dans cette information, transformée de Fourier, on a beaucoup trop de choses. Ce qu'il nous faut, à la fin, c'est une information très simple, la forme de quelques objets qui forment des reliefs, des discontinuités par rapport à l'ensemble. Et on a l'idée qu'on veut reconstituer une image qui est très structurée, dans laquelle il n'y a pas tant de détails que ça. Ici, quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a énormément de détails, beaucoup de détails, on n'a que faire. Alors il s'agit de savoir comment éliminer la plupart de ces détails. Et la recette ici, appliquée par... Alors, attends, voilà, j'aurais dû m'y prendre autrement pour la présentation. Voilà. Parmi toutes les images qu'on aurait pu reconstituer à partir de toutes les données manquantes possibles, vous avez certaines données, et puis vous regardez tous les textes que vous pouvez rajouter pour compléter vos données, parmi tout cela, vous gardez seulement celui qui est le plus économe en un certain sens. Et le plus économe, ça veut dire minimiser une certaine quantité qu'on va représenter comme une sorte de complexité, minimiser la complexité de la reconstruction. Faites confiance aux mathématiciens pour trouver toutes sortes de façons de mesurer cette complexité. Ici, ça s'exprime par la norme d'un certain gradient de la fonction. Et voilà ce que vous obtenez. Il n'y a eu aucun travail ici d'analyse par un être humain. On a juste appliqué à partir de là cette recette mathématique de manière aveugle et on a obtenu ce résultat. Vous voyez ici le genre d'enjeu que ça peut représenter. Alors, Emmanuel Candès expliquait que dans une collaboration avec des médecins, il avait pu ainsi travailler à diviser par presque 10 le temps de collecte de l'information dans un scanner IRM. Des applications évidentes, en particulier, comme il nous expliquait, pour de jeunes enfants malades, le fait de rester parfaitement immobile pendant 2 minutes peut poser un vrai souci au niveau de la santé. Le fait de rester immobile pendant 15 secondes est sans danger. On écoutait ça, mathématicien, on se disait « Ah ben chouette, c'est bien, mathématiques, ça, finalement, ça sauve des vies aussi, malgré ce qu'on pourrait penser a priori. » Alors, dans une autre expérience, Candès nous parlait du challenge Netflix, dont vous avez peut-être entendu parler. Netflix proposait, mettait ça à prix comme concours, trouver un algorithme qui permette de reconstituer les préférences manquantes de manière efficace. Imaginez que vous avez des utilisateurs, ici ils sont représentés dans la colonne, dans cette colonne, et puis des films représentés ici. On sait que certains utilisateurs ont vu certains films, les ont aimés beaucoup, assez, pas trop, ou pas du tout, et puis ils ont vu seulement certains films. En fonction uniquement de cette information partielle, comment deviner si celui-ci va bien aimer ce film, ou si celui-ci va bien aimer celui-là, et ainsi de suite. Comment savoir ? Alors, l'idée qui est derrière tout ça, c'est que l'information qu'on cherche à récupérer, elle est très structurée. Elle n'est pas extrêmement fine, extrêmement variable. Tout à l'heure, on a vu, vous voulez récupérer, c'était des organes, quelque chose d'assez simple comme information, d'assez grossier. Ici, on pourrait dire, il n'y a pas 36 types d'utilisateurs différents. Il y a ceux qui aiment bien les films d'aventure où il y a beaucoup d'action, il y a ceux qui aiment bien les films à intrigue psychologique, il y a ceux qui aiment bien ceci, un petit nombre de profils différents, et en fonction de ce petit nombre de profils, on aimerait remettre les gens dans des cases. Il y a des recettes pour ça aussi. Alors dans cette expérience, à partir d'une matrice de préférence réellement observée, dont on a enlevé certaines informations, pareil, avec une petite recette mathématique, et Candès nous montrait comment on arrivait dans cet exemple-ci à reconstituer toute la matrice sans erreur. On vous donne seulement les cases en gris et vous reconstituez tout ce qui manque. Ça paraît magique, et là aussi c'est un peu comme tout à l'heure dans cette reconstitution d'informations manquantes, c'est l'application d'un bon critère de minimisation de complexité, en l'occurrence ce qu'il appelle une norme nucléaire qu'on va minimiser. Alors, on a vu sur ces exemples aussi comment
La connaissance de l'outil mathématique donne des armes pour prédire ce qui va être possible, y compris ce qui va être théoriquement possible. Vous avez une information manquante, vous vous dites bah, on ne va jamais arriver à trouver cette information qui manque, mais derrière, il y a des outils théoriques qui vous disent ben voilà, il est possible quand même, avec grande probabilité, de récupérer dans l'absolu, dans le monde abstrait, cette information manquante. Après, reste à travailler en pratique pour le mettre en œuvre dans un dispositif technologique. Et ça participe à l'idée qu'on peut avoir souvent du mathématicien dominant les choses, voyant plus loin que les autres ce qui va pouvoir être possible. Ça explique que souvent, alors pour les scientifiques et puis encore plus pour les mathématiciens peut-être, on nous demande régulièrement de faire quelque chose qu'on déteste, prédire l'avenir. Ça arrive régulièrement sur le plateau, télévision, parlez-nous de l'évolution de la science d'ici 50 ans, à quoi ça ressemblera? Et je réponds, mais qu'est-ce que j'en sais moi? J'ai pas une boule de cristal. Alors de temps en temps, je cite Henri Poincaré. On avait posé cette question-là au tout début du XXe siècle à Henri Poincaré, 1900. À quoi ressemblera la science du XXIe siècle? Et Poincaré, il avait dit, écoutez, si en 1800 on avait demandé à un savant quelconque ce que serait la science au XIXe siècle, que de bêtises il aurait dit de grand Dieu. Cette pensée m'empêche de vous répondre. Je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants. C'est justement pour cela que je ne puis rien vous en dire, car si je prévoyais, que le resterait-il d'étonnant? Veuillez donc excuser mon silence. Voilà. Alors c'est pas mal, ça m'a permis de me tirer d'affaire quelquefois dans des plateaux. Et on voit ici le statut d'oracle qu'avait acquis Henri Poincaré, sans doute meilleur mathématicien de son époque et à coup sûr le scientifique le plus célèbre de France à cette époque-là. Si on y regarde un peu plus précisément, et puisqu'on s'intéresse à ce thème aujourd'hui, naissance des idées, quand Poincaré dit « je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants », ce n'est pas seulement une boutade, c'est l'affirmation dans sa foi que les résultats non prévus, ça va continuer encore et toujours. Et que vont venir des résultats importants, étonnants, que Poincaré lui-même est incapable de prédire, il ne sait pas quand, comment, mais il est sûr que ça va arriver. Sa foi dans l'inventivité humaine et dans la capacité des humains à faire naître sans cesse de nouvelles idées. La science au XXe siècle, effectivement, bien malin qui aurait pu prédire ce que ça allait donner. Et beaucoup de choses par le développement parmi les plus importants, Poincaré aurait été complètement incapable de les prédire, personne n'aurait pu les prédire. Quelques figures du XXe siècle, emblématiques pour le pouvoir des idées qu'ils ont fait naître ou pour leur créativité. Ici, je vous ai mis tout à droite Alan Turing, à l'origine de ce qui est peut-être la découverte technologique la plus importante du XXe siècle, l'ordinateur, mise en place d'une machine qui permet de réaliser n'importe quelle opération mathématique à la fin. Alan Turing, outre cela, était le leader de l'équipe qui, en Angleterre, s'occupait de décrypter les codes secrets utilisés par l'armée nazie. Et on estime que le rôle d'Alan Turing en particulier, rien que les idées qu'il a mises en place à cette occasion-là, a permis le décryptage des codes utilisés par les sous-marins et a rendu possible le débarquement de Normandie. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise des informations des sous-marins, vous pouvez toujours essayer de lancer une opération de débarquement de grande ampleur. À sa gauche, Paul Erdős, l'un de ces juifs hongrois déracinés par la Seconde Guerre mondiale aussi. Erdős est particulièrement célèbre dans la communauté mathématique parce que extrêmement créatif, le record du monde des publications au XXe siècle, et puis entièrement dédié à sa cause. Tout ce qui l'intéressait, lui, c'était les idées. Pas de maison, pas de travail, pas de famille, sauf sa vieille maman, pas de voiture, pas de compte en banque, pas de job, rien. Juste une valise avec quelques affaires, et puis il allait rendre visite à tous ses amis mathématiciens, à droite, à gauche, extrêmement respectés. Tous les mathématiciens
connaissent leur nombre d'Erdős, ou l'ont regardé un jour ou l'autre, qui est le nombre de collaborations qui les séparent directement de Paul Erdős. Même l'American Mathematical Society propose en service automatique de calculer le nombre d'Erdős de n'importe quel mathématicien. Dire le respect qu'on avait pour lui. Et Erdős symbolise aussi, on va dire, tout ce mouvement qui s'est fait, où il y a eu un énorme transfert d'idées de l'Europe vers les États-Unis à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, quand tous les savants, tous les scientifiques juifs, tous leurs amis, tous ceux qui travaillaient avec, se sont déplacés de l'Europe vers les États-Unis, changeant complètement la face du monde scientifique, la carte des idées dans le monde. En particulier, quelques-uns des Hongrois de cette époque-là ont révolutionné beaucoup de disciplines. Vous en avez un autre à gauche, ici, juif hongrois déraciné lui aussi. Le premier, Léo Szilard, le premier à avoir eu l'idée de la réaction en chaîne, le principe qui allait mener à la construction de la bombe atomique. Reste l'arme la plus emblématique du XXe siècle. Léo Szilard a déclaré, a expliqué longuement dans ses mémoires qu'il avait eu l'idée déjà dès 1933 et qu'il avait essayé de convaincre les gens d'expérimenter avec différents éléments, dont l'uranium, pour trouver systématiquement qu'est-ce qui pouvait mener à une réaction en chaîne. Et il disait, à l'époque j'ai réussi à convaincre personne, on ne m'a pas écouté. Heureusement, parce que si en 1933 on avait écouté, la physique allemande, qui était de loin la plus avancée à l'époque, aurait été la première à réaliser des fissions contrôlées. Ça a été finalement, c'est seulement dans les années vers 1938 que les gens ont expérimenté et la donne avait changé, il y avait la guerre s'approchait et finalement c'est du côté américain que le projet atomique a été poussé le plus loin, avec l'aide de beaucoup d'émigrés et avec la stupéfaction complète de la physique allemande. À gauche, le brevet de réacteur nucléaire déposé par Fermi et Szilard. Encore à gauche, Harvard, l'une de ces universités américaines, qui allait de manière systématique au XXe siècle travailler sur l'importation d'idées, entendez l'importation de cerveau, assurant aux États-Unis la prééminence scientifique et technologique. Et il faut bien se souvenir, quand on regarde ces grandes universités, que leur force ne réside pas dans le fait qu'elles transmettent à leurs élèves les meilleures théories, les choses les plus précises, les meilleures recettes, mais dans le fait qu'elles transmettent à leurs élèves, d'une façon qui reste complexe à comprendre, la capacité de trouver les nouvelles idées. Ça, c'est le problème majeur de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas d'enseigner à votre élève ce que vous savez, ça c'est un des aspects de la question, mais le vrai problème, c'est de faire en sorte que votre élève il puisse un jour avoir des idées qui vont plus loin que les vôtres, avoir des idées qui sont meilleures que les vôtres. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on a compris avec les quelques exemples aussi qu'on a vus précédemment combien une idée, parfois dans le cerveau d'une personne, ça peut changer le monde, c'est quoi? Comment on fait pour favoriser les idées? Quels sont les ingrédients qui vont permettre à l'idée de naître? Alors Henri Poincaré, encore lui, nous a laissé des textes très connus où il raconte comment l'idée, des fois, elle arrive alors qu'on ne s'y attend pas du tout et que ce n'est même pas le sujet. Dans l'un de ses textes les plus célèbres, il raconte comment, alors qu'il travaillait sur un problème rebelle, sans succès, il va se promener avec des amis, faire une promenade, et puis au moment de revenir, de remettre le pied, de monter dans l'autobus qu'il avait apporté, paf, d'un coup arrive l'idée qui lui dit comment il faut résoudre le problème sur lequel il a séché pendant des jours et des jours. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint. Poincaré insiste sur l'illumination qui vient avec cette nouvelle idée. Dans un petit extrait un peu plus long du même texte, il nous dit ceci. « Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. » Probablement dans la salle, vous ne savez pas tous ce que sont les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies,
Mais vous vous doutez bien que ça n'a rien à voir avec la falaise. Ce n'est pas en regardant la falaise que l'idée lui est venue. Enfin, si, c'est en regardant la falaise que l'idée lui est venue, mais ça n'avait rien à voir avec la falaise. Et Poincaré insiste sur cette faculté qu'on connaît bien, que des fois l'idée survient alors qu'on n'est vraiment pas l'esprit à ça. En même temps, ça commence par dégoûter de mon insuccès. Ça veut dire qu'il a travaillé dur avant pour mettre les choses en place. Poincaré nous décrit donc bien une alternance de moments de travail dur et réfléchi et d'illumination qui viennent quand on s'y attend le moins, insistant sur le travail compliqué que fait le cerveau, partie conscient, partie inconscient. Alors, quand je parle de ça, je dis toujours quand c'est devant des lycéens, je leur dis toujours, vous pourrez essayer ça la prochaine fois que vous avez un contrôle à réviser, mais que c'est important pour vous d'aller retrouver vos copains à tel ou tel endroit. Vous direz à vos parents que vous appliquez la technique Poincaré. Alors, dans Poincaré, dans son exposé, il insiste sur la façon dont l'idée vient, les circonstances, mais il ne fait aucun effort pour expliquer de quoi il s'agit. Même il le dit au début, je vais utiliser des termes barbares qui vous sembleront n'avoir aucun sens, mais ça n'a pas d'importance, ce qui compte, ce sont les circonstances. Et j'ai joué au même jeu que Poincaré, et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que je n'avais pas conscience que ça s'apparentait à ce que faisait Poincaré, alors même que j'avais connaissance de son texte, mais c'est pareil, vous croyez retrouver des choses et puis vous découvrez qu'on vous l'a déjà dit avant. Dans cet ouvrage que Françoise Gonneau a eu la gentillesse de citer tout à l'heure, Théorème vivant, dans lequel je racontais une découverte mathématique, naissance d'une idée, on va dire, d'un théorème, mais sous l'angle des circonstances. Alors, il s'agissait d'un travail de physique des plasmas. Au départ, ma spécialité, c'est la statistique, physique des gaz et physique des plasmas, dans laquelle on décrit des gaz, comme celui qui nous entoure, là, de manière statistique. Un gaz, c'est des milliards de molécules qui se cognent les unes les autres dans le plus grand chaos. C'était un progrès conceptuel considérable que d'imaginer que, à la place de l'espèce de vide qu'on a l'impression qui nous entoure, quelque chose qui a l'air complètement calme, on finisse par arriver à la conclusion que c'était fait de milliards de molécules qui sont dans l'agitation incessante. Si on voulait mettre un nombre mathématique sur l'air autour de nous, là on mettrait 0, quoi. C'est ça qui serait naturel. Remplacer ça par des molécules qui vont dans toutes les directions, c'était assez étonnant. Et l'idée aussi que même si c'est imprévisible au mouvement d'une molécule, on arriverait à prédire ça de manière statistique, de la même façon que vous ne pouvez pas prédire si la pièce que vous lancez en l'air va retomber sur pile ou face, mais vous pouvez prédire si la proportion de faces dans 1 million de lancers va se répartir de manière gaussienne ou pas. Et la grande avancée conceptuelle au début de cette physique statistique, elle a été faite par Maxwell et Boltzmann en particulier, montre qu'au cours de ce processus de molécules qui se cognent, qui s'entrechoquent, il y a une quantité qu'il appelle entropie, qu'on va appeler désordre, qui ne cesse d'augmenter sous l'effet de ces chocs désordonnés. Et il montre que le gaz doit alors tendre vers un état dont l'entropie est la plus élevée qui soit, le plus désordonné possible, et il montre que ça correspond à un profil de statistique des vitesses qui est gaussien, retrouvant ainsi la fameuse courbe en cloche, même si ça a l'air très différent, les molécules et les pièces qu'on lance en l'air. De 1970 jusqu'à dans les années 1940, c'était l'idée dominante, bien admise, qu'un processus de retour vers l'équilibre, un processus de convergence du gaz, va être lié typiquement et systématiquement à cette augmentation systématique du désordre. Par exemple, si je m'amusais à comprimer, pas clair comment on le ferait, mais imaginons qu'on s'amuse à comprimer tout l'air de cette pièce dans un petit coin là-haut de la pièce, et puis qu'on laisse les molécules se cogner les unes les autres, l'état dans lequel elles sont toutes rangées là-haut est un état extrêmement ordonné. Je sais que toutes les molécules sont rangées dans un coin. Puis les molécules se cognent de manière désordonnée. Boltzmann prédit que fatalement ça viendra vers l'état le plus désordonné possible, c'est-à-dire celui où le gaz est répandu partout. Et ça vient avec cette augmentation du désordre systématique.
Alors, ça c'est pour les gaz où les molécules passent leur temps à se choquer. Ce n'est pas le seul état que vous avez à gérer quand vous vous intéressez à la matière statistique. Vous avez les liquides, mais vous avez aussi les plasmas. Le plasma, c'est un gaz dans lequel vous avez séparé les électrons des noyaux. Les électrons bougent très vite, ils se fichent un peu des noyaux qui sont lourds. Les électrons bougent très vite et pour comprendre le plasma, ce qui peut avoir un intérêt physique ou industriel, eh bien, il vous faut tenir compte des interactions des électrons les uns avec les autres. Les électrons s'est chargés négativement, moins par moins se repoussent, et donc vous avez comme ça une sorte de soupe d'électrons dont chacun repousse tous les autres. Et ce sont des interactions électrostatiques à longue portée, de sorte que les chocs entre les électrons, on peut les négliger, ils ne comptent essentiellement pas. Ce qui compte sont ces interactions électrostatiques. Et dans un plasma, l'entropie, elle reste essentiellement constante. Le désordre n'augmente pas. Pourquoi pas? Alors, si vous avez retenu la leçon de Boltzmann, vous dites, si le désordre n'augmente pas, le plasma ne va pas se répandre, il n'y aura pas de retour vers l'équilibre, pas de stabilité spécialement. Et 1946, Lev Landau, physicien soviétique légendaire, arrive en leur disant « Vous n'avez rien compris, c'était un gars dur, il écrit ça, tous les résultats sont faux. » Et il montre avec un calcul mathématique pourquoi on peut s'attendre à ce que dans le plasma, il y ait quand même un retour vers l'équilibre. Prenez votre plasma dans votre laboratoire, appliquez un petit champ électrique qui va mettre le plasma dans un état un peu ordonné, laissez tomber le champ électrique, et spontanément, le champ électrique va disparaître et le plasma retourner vers une espèce de désordre apparent, où il n'y aura aucun champ électrique visible. Ça, c'est très surprenant, puisqu'on vient de vous dire qu'il n'y a pas d'augmentation de l'entropie. Pour prendre une autre analogie, à notre échelle, tout ce qui est stabilité, c'est lié soit à la gravitation, le fait qu'on est tous attirés vers la Terre, soit au frottement. Vous prenez une bille, vous la poussez, la bille va s'arrêter spontanément à cause des frottements. Et donc il y a cet effet stabilisant des frottements qui sont des phénomènes irréversibles. Prenez un matelas, sautez dessus, les ressorts vont osciller. Si les ressorts étaient parfaits, ça continuera à osciller pour toujours, mais comme il y a des frottements, les ressorts vont s'arrêter au bout de quelques oscillations. Et dans le plasma, c'est un peu comme si on avait un matelas parfait, et pourtant ça arrête d'osciller. Ce n'est pas dû au frottement. Alors c'est dû à quoi? Mais c'est ce qu'on a appelé l'amortissement Landau. Et c'est un phénomène qui a été étudié par les physiciens, par les mathématiciens pendant longtemps. C'est un phénomène qu'on observe expérimentalement et dont il est très important de tenir compte. Et c'est un phénomène dont on se chamaillait gentiment, on va dire, pour savoir s'il avait une réalité pour les équations de la physique mathématique, les équations de Vlasov qui décrivent un plasma. Et c'est un problème qu'on a résolu avec mon ancien élève Clément Mouot. C'était l'un des accomplissements qui ont valu la médaille Fields que vous rappeliez, chère Françoise. Et donc on a montré comment, dans le monde mathématique, cet amortissement Landau s'applique effectivement à l'équation des plasmas. Première remarque, puisque je vous parlais tout à l'heure de la question des élèves, il est très clair que sans le concours de mon ancien élève, Clément Mouot, je ne serais jamais venu à bout de ce problème qui était vraiment difficile. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Votre problème quand vous formez un élève, ce n'est pas de lui enseigner ce que vous savez, c'est de faire en sorte qu'il puisse après avoir les idées que vous n'avez pas. Et dans Théorème vivant, je raconte cette histoire d'amortissement Landau. Sauf que j'en dis beaucoup moins que ce que je viens de vous dire. J'explique essentiellement rien sur le contexte mathématique, ou si je dis à peu près ce que je viens de dire, mais pas plus. Et tout l'ouvrage se borne à parler des circonstances. Le simple fait qu'on se mette à travailler sur ces problèmes, il est dû au hasard au départ. On cherche un autre problème et puis on se dit dans la conversation, finalement on va travailler là-dessus. Et puis après, c'est une succession d'accidents, de rencontres, de coups de théâtre, de blocages, de redémarrages. On lit ceci, on avance. À un moment, il y a une discussion avec Étienne Gis qui fait avancer les choses, qui fait avancer les choses grandement, même si c'est pour des raisons complètement fausses. Et puis, on voit ici comment le processus il est complètement incontrôlé, extrêmement humain et reposant sur énormément de facteurs qui ne sont pas du tout scientifiques. L'un de mes amis mathématiciens a l'habitude de dire à ses élèves, quand on démontre des résultats scientifiques,
on ne le fait pas avec une approche scientifique. La genèse de l'idée en elle-même, elle est extrêmement chaotique, imprévisible et non contrôlée. Alors, dans Théorème vivant, le premier chapitre, c'est la discussion entre Clément et moi, et j'aime bien penser que c'est exactement une fécondation. Deux êtres humains, deux êtres vivants qui discutent, et il y a un germe qui arrive. Ah, on va se mettre à travailler là-dessus. Le dernier chapitre, l'idée est prête, le théorème est finalisé, c'est prêt à être publié. Pour un résultat mathématique, une publication, c'est comme la naissance, parce que c'est prêt à sortir dans le monde extérieur et puis interagir avec le reste, à être copié d'ailleurs, et ainsi de suite, à être amélioré. Et donc tout ce roman, on peut le voir comme la gestation qui va de la fécondation jusqu'à la naissance. Alors, on voit aussi qu'il y a un paquet d'ingrédients qu'il faut pour faire naître une idée un tant soit peu complexe. Si on essaye de lister les ingrédients qu'il faut pour faire naître une idée, et je pense que c'est à peu près universel, ça ne dépend pas du tout du fait que vous soyez mathématicien ou médecin ou quoi que ce soit, si on essaie de faire la liste des ingrédients, je vais en recenser 7 et commenter à chaque fois. Premier ingrédient, documentation, évidemment. L'idée, elle ne vient jamais ex nihilo, elle s'appuie toujours sur un corpus préexistant. Documentation, ça peut être les enseignements des professeurs, ça peut être les encyclopédies en papier ou en ligne, ça peut être des résultats d'expérience, ça peut être des mesures ou ce que vous voulez. De nos jours, les bibliothèques électroniques ont révolutionné la donne pour la documentation. Il y a un moment dans notre aventure où j'ai besoin d'une certaine formule. Je pense que la formule, elle doit exister. Je me dis, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, je ne me souviens plus comment elle est. Je sais que c'est la formule pour pour les dérivés itérés des fonctions composées. En quelques secondes, à coup de Wikipédia, de Google et de ce que vous voulez, j'ai pu réidentifier la formule. Et c'est comme ça pour un peu tout. Ça a changé le rapport, l'accès à l'information, ce genre de choses. Après, tout le problème étant de savoir l'utiliser. Premier ingrédient, documentation. Deuxième ingrédient, c'est peut-être le plus important, surtout dans un contexte où tous les pays développés souffrent d'une pénurie de jeunes motivés dans les métiers de la recherche. C'est peut-être le plus important, c'est la motivation. C'est le plus insaisissable aussi. Qui sait pourquoi on est motivé et qui sait pourquoi on continue à se triturer l'esprit pour essayer de progresser, de démontrer quelque chose. Alors, la motivation, ça peut être transmis par les enseignants, ça peut être transmis dans le cadre de lecture que vous faites quand vous êtes gamin. J'aime bien parler du dessin animé Donald au pays mathémagique, qui était un de mes favoris quand j'étais tout gamin. Ça me faisait rêver, même si c'était franchement assez naïf. Mais ça marchait bien, peut-être ça joue un rôle dans le fait que je suis devenu mathématicien un jour. On fait des expériences incroyables de nos jours en pédagogie sur la façon de motiver des jeunes enfants. Dans celle-ci, vous voyez un article publié par une classe d'écoliers, de jeunes écoliers et leur instituteur, publié dans une revue sur le comportement, une revue de biologie sur le comportement animal. Nous avons découvert que les abeilles peuvent utiliser une combinaison de couleurs et de relations spatiales, de motifs spatiaux, pour décider à partir de quelle couleur butiner. Et nous avons aussi découvert que la science est cool et fun, parce qu'on se met à faire des choses que personne n'a fait auparavant. Et on a coutume de dire que dans une publication scientifique, ce qui compte, c'est la nouveauté, mais en l'occurrence, la dernière phrase, c'est important que les gens la redécouvrent encore et encore. Troisième ingrédient, environnement propice. Chercheur isolé avec son idée, ça n'existe pas. Il faut toujours son environnement. Et ça a été comme ça depuis très longtemps. Vous avez l'environnement, ça peut être le laboratoire qui est productif. Dans l'histoire de Théorème vivant dont je parlais, le fait qu'il y ait des recherches qui se passent à l'École normale supérieure de Lyon avec des discussions qui sont dans ce contexte-là, c'est très important. Le fait après que je me retrouve dans un autre environnement à Princeton, c'est très important aussi. La façon dont vous interagissez avec l'environnement, elle est capitale pour faire naître l'idée à la fin. L'environnement, ça peut aussi être l'échelle de la ville. Il y a eu des études qui ont été faites sur la capacité innovante d'un écosystème, d'une cité, que ce soit depuis Persépolis dans le temps, ou en passant par Budapest, ou Paris 1900, que certains considèrent comme la période de l'écosystème le plus innovant qu'on ait jamais vu.
Dans mes activités de recherche actuellement, en tant que directeur, en activité administrative, en tant que directeur de l'Institut Henri Poincaré, c'est mon boulot de faire en sorte que l'environnement dans l'Institut soit le meilleur possible pour que les gens puissent avoir les bonnes idées auxquelles personne dans la direction de l'Institut n'a pensé. Quatrième ingrédient, les échanges. Fondamental aussi, la façon de communiquer pour faire avancer les choses. Pendant l'essentiel de notre aventure avec Clément Mouhot, pendant la partie la plus importante en tout cas, moi j'étais aux États-Unis et lui en France, et on communiquait par email des centaines de mails littéralement. Et de ce fait, c'était comme si on faisait une sorte de cerveau délocalisé, beaucoup plus efficace qu'une personne toute seule évidemment. Il y a une expérience étonnante dans laquelle Tim Gowers, sur son blog mathématique très connu, a mis en place des démonstrations collectives où des centaines de mathématiciens travaillent ensemble à la résolution d'un problème mathématique. Cinquième ingrédient, les contraintes. Très variables d'un domaine à l'autre, mais toujours importantes dans le processus créatif. Qui dit contrainte dit que vous êtes forcé de trouver quelque chose qui va vous faire dépasser la contrainte. La contrainte a un rôle important en littérature aussi. On le voit dans certaines tendances littéraires, l'Oulipo, la disparition de Georges Perec, le fait qu'on s'interdise la lettre E impose un style particulier. On le voit en musique, j'aime bien parler de cette œuvre de György Ligeti dans laquelle toutes les notes sont des La, la première des études de Musica Ricercata, sauf la toute dernière, toutes les notes sont des La. Alors, il se trouve que dans le temps, au XVIIIe siècle, Leonhard Euler, le plus grand mathématicien de son époque, avait fait une théorie musicale dans laquelle il avait dit bah, si on se limitait à faire toujours la même note ou des octaves, évidemment, ça serait très ennuyeux, donc on doit construire une gamme. Et pour le dire, Ligeti s'est mis un jour, 2 siècles plus tard, à construire un morceau avec que des La, et on ne s'ennuie pas. Alors, le morceau dure quelques minutes seulement, mais évidemment, si vous avez là cette contrainte énorme sur les notes, il faut jouer sur les rythmes, sur les intensités, sur tout ce que vous pouvez. Et en mathématiques, on est extrêmement contraint, parce qu'avoir un raisonnement entièrement logique, c'est une contrainte que personne ne s'impose, normalement, et de fait extrêmement inventif, parce qu'on est bien forcé de trouver les concepts et ce qui va permettre de contourner la contrainte. Alors, sixième ingrédient, j'en ai parlé tout à l'heure, travail et intuition, avec cette alternance entre les moments d'imprégnation d'imprégnation lucide et systématique, et puis les moments où ça va arriver. S'il n'y a pas un petit flash qui se fait, un petit ou un gros, il ne se passe rien, et vous ne savez pas comment ça va arriver. Et puis, septième ingrédient, les deux vont ensemble, persévérance et chance. En particulier, être capable de reconnaître quand vous êtes chanceux. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu apprécier un paquet de fois dans ma carrière. On a l'impression, on se dit, wow, voilà, il avance, il étudie tel problème, puis tel autre, il y a un mouvement systématique et tout ça. Mais derrière, il y a un paquet de coups de chance assez incroyables. Alors, quand on liste tous les ingrédients, on se dit que ça fait beaucoup d'ingrédients. Eh bien oui, l'idée c'est très précieux parce que pour avoir une bonne idée qui tient la route, ça demande un certain concours de circonstances, de personnalité et tout ça. Et, ah oui, j'avais oublié, ce petit dessin que j'ai piqué sur un blog, Perception publique des sciences, moi je me demande, j'accepte, on lit de la documentation, on fait de la science, paf, prix Nobel. Et puis en réalité, ça ressemble un peu à ça. Moi, je me demande, je lis, ah ouais, quelqu'un l'a déjà fait, mince, l'instrument se casse, on va faire, c'est pas comme je croyais, résultat extraordinaire, là là, non mais c'est de la daube, on recommence, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, ah oui, ça marche, non ça marche pas, c'est curieux, ça y est, ça a un sens, ah oui, mais on l'a déjà fait il y a 50 ans, ah bon, on recommence toutes les, et puis à la fin, ça y est, vous arrivez à la publication. En vrai, ça c'est pas mal, ça ressemble plus au processus de la recherche pour ceux qui l'ont pratiqué, mais en vrai, il faudrait avoir des boucles comme ça pour chaque individu et les imbriquer les unes les autres. C'est ça la vraie image que vous devez avoir en tête. Et de cette espèce de grande confusion enchevêtrée sortent quelques idées qui, elles, vont se moquer complètement des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, elles vont vivre leur vie indépendamment de leur naissance confuse. Voilà, alors 2 petites citations pour terminer. Une idée, c'est quelque chose qui se partage,
Ce n'est pas quelque chose qui se copyright. De plus en plus de gens aimeraient bien mettre des copyrights sur les idées, il faut résister. Et quand les débats tombent là-dessus, j'aime bien citer Thomas Jefferson. Très intéressant, Jefferson aussi, parce que comme c'est un père fondateur de l'Amérique, si votre interlocuteur c'est un Américain, il ne peut rien répondre. Si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée, qu'un individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi. Dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire. Ce qui en fait aussi sa particularité, que personne ne la possède moins, car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien, de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. Alors, justement, pour cette image de flamme, on termine avec cette citation d'Henri Poincaré, qui est ce qu'on trouve sur sa tombe. La pensée est comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Voilà. Je vous remercie.